Los Angeles est en train de complètement brûler. Et vite. New wildfire broke out north of Los Angeles. New wildfire has developed in Los Angeles County. Ces braises qui pouvaient être portées par ces vents violents. This has been a really fast-moving fire. Tearing through wealthy suburbs. It just looks like some sort of apocalypse. Voilà à quoi ça ressemblait avant les feux. Et voilà après. Chaque année, les feux brûlent en moyenne de plus en plus de terrain. C'est vrai partout aux États-Unis, mais surtout en Californie, qui est aujourd'hui l'État le plus touché par les feux. Des milliers d'habitations ont brûlé sur des dizaines de milliers d'hectares. Et si vous avez de la chance et que votre maison n'a pas brûlé, alors c'est l'air que vous respirez qui peut vous tuer. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur ces feux. Comment ils ont commencé, d'où ils viennent, comment ils se créent et comment on les combat. Le problème, c'est ce nouveau front, alimenté par des vents violents. It is remarkable to see how much smoke there is in the area. Donc, la situation évolue tous les jours. C'est très compliqué de vous montrer exactement où sont les feux et comment ils se sont déplacés. Le tout premier feu qui a commencé dans la région et qui est aujourd'hui le plus gros, c'est Palisades. Et aujourd'hui, il pourrait devenir le feu le plus ravageur de l'histoire de la Californie. Ouais, en quelques jours seulement, il s'est étendu vers l'ouest de Los Angeles et le long de la côte. Il a brûlé dans les 10 000 hectares de terrain et la ville de Pacific Palisades. Pour info, Paris fait 10 540 hectares. Et ce feu juste à côté couvrirait quasiment l'entièreté de la ville. Le feu Eaton s'est propagé depuis les collines jusqu'à Altadena. Il est le deuxième plus gros feu actuel et a brûlé dans les 6 000 hectares. Et à ces deux feux s'ajoutent tous ces autres feux autour de Los Angeles. Aujourd'hui, ce sont en total 17 000 hectares de terrain brûlé, en quelques jours à peine. Comme ça. On parle de 200 000 habitants qui ont dû être évacués des zones où le feu se propage, mais aussi des zones d'évacuation immédiate tout autour, à cause des fumées ultra toxiques et du risque que le feu se propage assez vite dans cette zone. Et enfin, la troisième zone où il est fortement recommandé d'évacuer. Vous retrouverez ces trois zones sur chaque carte des feux en Californie, et qui vous disent exactement où vous êtes par rapport au feu. Carte qui d'ailleurs se met à jour très souvent dans la journée. Aujourd'hui, on sait prédire avec une extrême précision le risque de feu dans une certaine région. Et l'agence qui s'en occupe a correctement prédit le risque ultra élevé de feu, à quelques heures près. Mais ce n'est clairement pas suffisant. Pourquoi? C'est simple. À Los Angeles, la météo ne joue pas du tout en la faveur des feux. Dans cette ville, il pleut. Et il pleut beaucoup plus que depuis plusieurs autres années. Mais pas comme vous le pensez. Il ne pleut quasiment pas la plupart de l'année, comme en été de juin à septembre. Quand il pleut beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Wind and fire now replaced with snow and rain. Receiving 1/4 to an inch of rain. Regardez, cette saison des pluies 2023-2024. L'une des périodes les plus pluvieuses depuis ces 10 dernières années. Plus de 600 mm de pluie. Mais ces 600 mm sont tombés d'un coup entre décembre et avril. Donc 300 mm, donc la moitié, en février seulement. Et c'est exactement le même problème à l'endroit où sont les feux, comme le feu à Pasadena. La dernière fois qu'il a vraiment plu, c'était en 2019 et en 2020. Et les 500 mm de pluie sont tombés entre décembre et mars seulement. Et donc, ces pluies ultra concentrées sur une période aussi courte sont un vrai problème. En fait, les plantes vont puiser dans cette énorme quantité d'eau et vont rapidement pousser. Donc, leur taille va rapidement augmenter. Et juste après, lorsque les pluies se sont arrêtées, les plantes arrêtent aussi de grandir. Et pendant des mois, il n'y a plus assez d'eau pour remplir leurs besoins. Donc, elles s'assèchent complètement et deviennent littéralement le meilleur carburant naturel pour le feu. There is a new wildfire that is tearing through the dry brush. A new fire growing near San Diego. Et dû à l'addition de 2 incendies qui continuent de ravager la région métropolitaine de Los Angeles. Les alentours de Los Angeles sont juste méconnaissables. J'ai vraiment l'impression que ces images sont tirées d'un film catastrophe ou de jeux vidéo. Voilà quelques images de Palisades et les traces du plus gros feu de l'histoire de la Californie. Ce magasin à Malibu a été complètement brûlé par les flammes. L'intérieur et le toit ont complètement disparu. Pareil le long des côtes de Malibu. Il n'y a plus rien et les arbres autour des routes n'existent plus. Ensuite, à Altadena, c'est un peu le même bilan. Des quartiers entiers ont été détruits. Tout ce que l'on arrive à reconnaître, ce sont ces routes et les carcasses de quelques maisons. Voilà les estimations des dégâts possibles dans la même ville. Tous ces points rouges que vous voyez sont les habitations qui ont brûlé ou partiellement brûlé. Et toutes les maisons en bois de Malibu ont aussi été complètement rayées de la carte. Alors, comment on explique que les feux Palisades et Eaton, les deux plus gros feux actuellement en Californie, se propagent bien plus vite
que tous les autres feux, alors que c'était parmi les tout premiers à démarrer. Ça s'explique à cause des vents. Ces vents sont si rapides et ils poussent les vents si fort que c'est presque impossible pour les pompiers de les arrêter, même en utilisant un retardateur de flamme que vous voyez parfois dans les airs. On va en reparler juste après. On appelle ces vents violents les vents de Santa Ana. Et aujourd'hui, on en parle partout, parce qu'ils sont la cause principale des dégâts. Des vents violents. Les vents de Santa Ana, c'est leur nom. A phenomenon called the Santa Ana winds. Le retour du vent à Los Angeles. Mais comment est-ce que l'on arrive à ces vents? Les masses d'air plus légères descendent le long des collines désertiques, depuis le grand bassin juste ici, et rejoignent les côtes californiennes en passant par Los Angeles et ses alentours. Et sur leur chemin, ces vents vont s'engouffrer entre les chaînes de montagnes, ce qui les fait dramatiquement gagner en vitesse, en même temps qu'ils perdent de l'altitude, ce qui les fait augmenter en température et diminuer en humidité. Et déjà en 2025, ces vents ultra forts de Santa Ana ont atteint 160 km/h. Et en tant que tels, ces vents sont déjà dangereux pour l'être humain. Ils contiennent des champignons qui peuvent se propager dans notre corps et à travers nos poumons. Et ces vents ne sont pas prêts de s'arrêter. Le changement climatique augmente considérablement la probabilité que ces vents et ces feux se rencontrent pendant la même saison. Des milliers de pompiers se relayent 24 heures sur 24 pour avoir une chance d'arrêter ces feux. Ils sont partout sur les photos. Mais quand ça ne suffit pas, la Californie se bat aussi dans le ciel. Et on appelle ces gars-là. Ces avions sont capables de survoler n'importe quel endroit de la Californie en à peine 20 minutes. Et d'ailleurs, c'est aussi l'État qui a la plus grande flotte d'avions pour lutter contre tous ces incendies. Plus de 60 appareils spécialisés, tout confondus. Ces tout petits appareils servent d'avions de reconnaissance. Ils sont juste ici pour donner les infos importantes qui concernent les feux aux avions plus lourds qui, eux, sont équipés de citernes. Voilà le trajet d'un de ces petits avions. Il fait un paquet de tours au-dessus des feux et peut littéralement rester dans les airs pendant des heures. Ensuite, on a les plus gros, les avions citernes. Ils peuvent être aussi petits que celui-là et peuvent aussi varier en taille et en poids jusqu'à ressembler à celui-là. Et la plupart du temps, ils larguent de l'eau ou bien un retardant pour ralentir la progression du feu. Mais ne le font pas directement à la source du feu. Ils larguent toujours autour du feu. On le voit juste ici tourner autour et anticiper le trajet du feu. Ça laisse ensuite une chance aux pompiers d'éteindre le feu et de le contrôler. Et voilà le profil de vol typique d'un avion citerne. Celui-là correspond à cet avion le 9 janvier 2025. Ces pics représentent le temps passé dans les airs. Et ce temps-là au sol pour effectuer un plein de carburant. En général, ils sont guidés par de plus petits avions, comme l'avion de reconnaissance, pour savoir exactement où larguer et avec précision. Et celui-là était si gros qu'il pouvait larguer près de 70 000 litres de retardant en l'espace de quelques secondes seulement. Un Boeing 747 recyclé en citerne. Il avait une telle capacité qu'il fallait au moins 30 minutes pour le recharger en retardant. Malheureusement, il a cessé toute opération en 2021. Alors, quel est ce retardateur que les pompiers utilisent exactement et pourquoi est-ce que c'est rouge? Tous les retardateurs que vous voyez être déployés par ces avions ont de grandes chances d'être le même produit en fait, parce qu'ils sont tous quasiment faits par la même entreprise et vendus dans le monde. Et celui-là est utilisé depuis des décennies maintenant en Californie. C'est en fait principalement un fertilisant, du sulfate d'ammonium, que l'on retrouve sous la forme de poudre et que l'on a mélangé à de l'eau. Et on lui donne cette couleur si particulière en y mélangeant un pigment très clair, rouge, ou parfois il peut être même rose. C'est ce pigment qui est ultra utile pour les pilotes. Ça les aide à voir exactement où tombe le retardateur, et donc de le différencier du reste de l'environnement. Et récemment, la Californie a voulu passer à un produit légèrement différent. Il passe au MVP-FX. Des lettres assez aléatoires, mais qui devraient être en fait moins toxiques pour l'environnement marin, et rester tout aussi efficaces que ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Mais comment ça marche exactement? Alors, le retardateur est stocké dans d'énormes citernes dans ces avions, ou parfois ces hélicoptères. Une fois sur zone, l'appareil largue une partie du retardateur, qui se dépose sur la végétation juste en dessous. Il crée une barrière entre les plantes et le feu, et empêche les flammes de les atteindre, tout en les refroidissant. Il y a une chose que beaucoup de gens ont faux sur ces feux, surtout lorsqu'on parle des États-Unis et de la Californie. Avec tout ce que l'on voit sur internet, on peut penser qu'il y a de plus en plus de feux chaque année. Mais c'est faux. En moyenne, on a même moins de feux ces dernières années qu'il y a 20 ou 30 ans. Ça diminue. C'est vrai pour les États-Unis de façon générale, mais aussi pour Los Angeles même et la Californie. Partout, ça descend. Mais les feux sont aussi plus violents maintenant et brûlent bien plus d'hectares qu'avant. Tendance que l'on retrouve aussi en Californie. Beaucoup plus de terrain est brûlé qu'avant. Et ça se passe surtout en Californie. Et le changement climatique est aussi à blâmer. Il est la raison principale qui cause ces vents aussi violents, ces feux aussi ravageurs et ce climat aussi sec depuis des années maintenant.
En fait, il amplifie tous les événements climatiques dans ses extrêmes. Et attendez, vous avez peut-être aussi entendu parler des tornades de feu, comme dans le film Twisters. Les tornades peuvent arriver lorsque les incendies génèrent leurs propres conditions météorologiques, et donc créer une mini-tornade. Et c'est déjà arrivé, en 2018 notamment, et ça a coûté la vie à un pompier. Malheureusement, c'est jamais fini. Le truc, c'est que même après les feux, ceux qui habitent autour de Los Angeles peuvent toujours être en danger. Et les poumons seraient l'organe le plus à risque, entre les particules dans l'air, les fumées et les substances dans le feu. C'est pour ça que vous voyez souvent des gens porter ces masques. Les feux vont continuer, ça c'est sûr. Mais j'ai hâte de voir les avancées technologiques qui vont nous permettre de faire face un peu plus aux effets du changement climatique. Et si possible un jour, j'espère, de l'inverser.